TCI. Avec aujourd'hui au studio 1, Abir Fares, bienvenue. Merci beaucoup Hatem, merci de votre invitation. Vous êtes consultante en étiquette des affaires et protocole international et puis vous êtes une des promotrices du luxe dans la culture locale et nous allons entrer dans ce sujet dans quelques instants. Mais pourriez-vous nous placer un peu dans le contexte global, nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que cette question d'étiquette et également qu'est-ce que veut dire protocole international? Exactement, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question puisque c'est un domaine qui n'est pas très connu ou assez connu en Tunisie. Alors l'étiquette, alors je me suis spécialisée il y a quelques années en étiquette des affaires, en étiquette sociale aussi et protocole international. Donc les règles de l'étiquette, comme leur nom l'indique, ce sont des règles, des normes, des codes tout simplement, qui favorisent des relations humaines harmonieuses, respectueuses, efficaces, que ce soit en société, dans nos relations quotidiennes tous les jours, ou en entreprise. Voilà, donc en société, bien évidemment, c'est le respect de soi, c'est l'égard vis-à-vis d'autrui, c'est le comportement, c'est la politesse tout simplement, hein, voilà, comment s'habiller, etc., comment se comporter en public. Et puis, en ce qui concerne l'étiquette des affaires, c'est l'étiquette en entreprise, c'est savoir se présenter d'abord, parce qu'on découvre, de par les formations que j'ai le plaisir de dispenser régulièrement, que les personnes ne pensent savoir se présenter, mais en fait non, la présentation diffère pour créer un certain impact auprès de la personne à qui l'on s'adresse, de notre interlocuteur. Il faut savoir se présenter, voilà, et en affaires c'est très important, donc se présenter, négocier, se comporter lors d'un cocktail, lors d'un déjeuner d'affaires ou d'un dîner, ou généralement un repas d'affaires on va dire, tout ceci est très important aussi, ça touche les relations, alors vis-à-vis donc des collègues, alors il y a les collègues, les personnes qui travaillent dans l'entreprise par rapport aux partenaires externes, mais aussi il y a les collègues entre eux, et ça c'est très important, donc l'étiquette en entreprise touche également l'esprit des troupes au sein de l'entreprise, c'est très important pour créer une relation respectueuse, harmonieuse et efficace, et ça touche directement, comme ça je vous l'assure, la productivité, le sentiment d'appartenance qui est vraiment accentué, et on sent rapidement, après une formation, cet impact positif sur les personnes. Voilà. Et à l'international, il y a plusieurs enjeux interculturels qui se posent et là aussi, il faut bien être préparé. Absolument. Alors, par exemple, pour un chef d'entreprise, alors une personne qui souhaite, alors qui va recevoir par exemple des potentiels partenaires peut-être de l'étranger ou qui se déplacent à l'étranger pour conclure des affaires, il faut vraiment bien se préparer. Quand on reçoit une personne qui vient de l'étranger, il faut s'imprégner de la culture de cette personne pour savoir que faire et quoi éviter en fait. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut offrir, qu'est-ce qu'il ne faut pas offrir, à quel moment faut-il le faire, quel jargon utiliser, quel jargon bannir. C'est extrêmement important en affaires et puis les gens, ils sont très attentifs à ce genre de détails-là. Et puis, si l'on veut se déplacer à l'étranger, bien évidemment, alors si on en parle du continent africain dont la Tunisie fait fièrement partie, ou bien du continent européen, ou de différentes parties du monde, bien sûr, il y a des cultures locales à respecter. Si on a besoin ou si on a envie de réussir dans son propre business, il faut respecter la culture locale. Ça, c'est un point central sur lequel j'attire l'attention constamment. Vous proposez des formations, vous en obtenez vous-même et vous venez d'obtenir une certification LVMH sur tout ce qui est justement excellence, créativité et luxe. Justement, alors cette certification qui s'appelle Insight LVMH, puisque c'est une certification en anglais, puisque le parcours et l'apprentissage s'est fait en anglais, donc c'est un parcours d'apprentissage en ligne qui est dispensé par le groupe LVMH, le géant mondial du luxe, le groupe numéro 1. Et pour moi, honnêtement, c'est une sorte de suite logique et naturelle à de mon parcours, des initiatives que j'ai pu prendre par le passé, et puis ça m'ouvre des perspectives futures. Mais c'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail, voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Donc le luxe rejoint naturellement l'étiquette, puisqu'on parle de bienveillance, puisqu'on parle d'égard vis-à-vis de l'autre, puisqu'on parle d'attention apportée aux détails, de respect surtout de l'autre et de la culture locale. Et tout ceci, on le retrouve dans le luxe.
Et justement, lorsqu'on évoque la question de luxe, et à vous écouter, on comprend qu'il y a un très grand potentiel qui n'est même pas entamé parce qu'il s'agit de bien réfléchir la notion et de bien l'appliquer sur le terrain local. Oui, alors vous parlez peut-être de la Tunisie, Hatem, ou de manière globale? De la Tunisie, bien évidemment, oui. Alors, la Tunisie, alors le luxe, c'est un terme qui est un peu complexe. Ça, il faut le reconnaître. Déjà, on trouve plusieurs définitions du luxe. Beaucoup parlent de luxe matériel. Voilà, alors on s'écarte progressivement aujourd'hui de cette définition-là, puisque le luxe matériel, enfin, cette quête de luxe matériel a montré ses limites, notamment après la crise de la pandémie et la crise sanitaire mondiale, puisque les gens se sont davantage tournés vers tout ce qui est expérience. Donc, l'on parle aujourd'hui de luxe expérientiel, la personne, tout ce qu'elle peut vivre en fait, que ce soit en termes d'expérience faite sur mesure, d'expérience qui respecte ses attentes ou qui anticipe surtout ses attentes, mais en termes de luxe, on parle de comment dire, to exceed. Ça dépasse ou ça surpasse un petit peu les attentes des personnes et des clients. Voilà. Et justement, lorsqu'on parle de luxe et qu'on applique cette idée sur le tourisme tunisien, eh bien là, on sent tout un potentiel. Il y a tout à faire, moi je dirais. Alors pour la Tunisie, il y a tout à faire. Bien sûr, on ne va pas ériger la Tunisie en tant que destination de luxe. C'est pas le but, je pense. Voilà. Mais la Tunisie, on peut y vivre du vrai luxe expérientiel. Quand on parle d'hospitalité tunisienne, ça c'est du luxe. Quand on parle de savoir-faire tunisien, ça c'est du luxe. Alors on a les produits, mais il y a aussi le service. Donc ce sont les deux piliers essentiellement. Quand on parle d'une expérience, ce sont les deux piliers, service et produits. Et en Tunisie, il y a tout à faire. Nous avons des artisans hors pair. Par exemple, quand je négocie ou quand je parle avec des fournisseurs étrangers ou bien des personnes qui opèrent dans le secteur du luxe, alors les produits tunisiens, alors les produits sélectionnés, on a des produits qui n'ont rien à envier à ceux qui sont commercialisés dans le monde entier en tant que produits de luxe. Bien évidemment, il y a un savoir-faire, il y a une tradition qui est respectée minutieusement. On prend le temps pour fabriquer, pour confectionner les produits avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'amour. Ce sont des pièces uniques, personnalisées. Et ça, c'est important parce que la personne dans le monde du luxe a besoin de se sentir unique. Il faut le dire, bien sûr, et c'est un traitement qui est personnalisé. Donc ce produit-là est destiné à telle personne. Pourquoi? Parce que ce produit-là lui ressemble tout simplement et qu'on partage les mêmes valeurs, voilà, dégagées par ce service ou ce produit. Tout à fait, et cela signifie qu'il s'agit d'un paramètre important lorsqu'on réfléchit sur un tourisme rénové, sur un tourisme qui accueille différemment. Oui, tout à fait. Voilà, donc il faut mettre tous les ingrédients pour pouvoir upscaler, je dirais, excusez le mot anglais, mais pour monter en gamme et pour pouvoir offrir le meilleur de ce que la Tunisie peut offrir. Ça, c'est évident. Je souhaite mettre l'accent, Hatem, sur tout. On a parlé de culture locale, mais c'est un point qui est extrêmement central et qui est important dans l'industrie du luxe, puisque les plus grandes marques mondiales, bien sûr, quand on parle de produits, c'est un produit qui a été fabriqué par des artisans locaux, par des mains locales, par un savoir-faire local, ou bien un service qui a été fourni par des locaux. Donc ça, c'est important de mettre la culture locale au cœur de tout ce qu'on entreprend, puisque les personnes qui voyagent aussi s'attendent à ceci. Ils ne s'attendent pas à avoir un service standardisé, plutôt s'imprégner de la culture locale, manger avec les locaux, sentir, toucher, vivre des expériences, des ateliers. Ici en Tunisie, on l'a, hein, il faut le dire, bien sûr, il y a des ateliers extraordinaires qui sont fournis, par exemple à la Médina de Tunis. Quand on a un touriste, j'ai connu des personnes et des voyageurs très exigeants qui étaient vraiment très satisfaits du service ici à Tunis, au sein de la Médina. Ils ont pu déambuler dans les rues de la Médina, sentir l'odeur de la Médina, discuter avec les locaux, manger tunisien, ça c'est important, mais surtout faire des ateliers, confectionner leur propre balra ou leur propre chéchia ou leur propre parfum. Et ça, pour eux, ils étaient très satisfaits à la fin parce que pour eux, c'était ça l'essence même de l'expérience, c'était ça l'essence même du luxe. Donc, le respect de cette culture locale, il est central dans tout ce qu'on doit entreprendre. Pour qu'on s'entende bien, une shakshuka
à Matmata, une psissa à Gebs, c'est du luxe et c'est une fenêtre d'opportunité pour le tourisme tunisien. Et comment? Alors moi je dirais Bernard Arnault qui est le PDG du groupe LVMH, qui est l'actionnaire majoritaire du groupe LVMH, il y a quelque temps avait dit que Dior c'était le luxe français. Voilà. Et Dior, c'était de l'artisanat, puisque les produits sont confectionnés pièce par pièce, c'est vraiment unique. Et moi, je dirais qu'ici, en Tunisie, on a des produits aussi, notre artisanat, c'est notre luxe. Et ça, c'est vraiment, il faut prendre conscience déjà de ça. À partir du moment où l'on prend conscience de ça, l'on réussit à commercialiser ces produits-là dans la gamme vraiment qu'ils méritent. C'est important. Oui, et en même temps, on est en train de faire bouger la notion de tourisme vers, comme vous l'avez souligné, la notion d'expérience. Tout à fait. Donc on parle de luxe expérientiel. C'est manger une shakshuka, comme vous l'avez dit, prendre part à un atelier de confection de barlara ou de cheshaya, ça c'est un luxe. Ça semble simple, entre guillemets, mais ça ne l'est pas réellement, parce que on est ici, il y a des personnes qui sont ici pour nous accompagner, des locaux, ils nous donnent de leur temps, ils sont là pour nous accompagner, pour partager avec nous les histoires de leurs ancêtres, des anecdotes locales, et tout ceci est vraiment précieux, Hatem. Donc il faut prendre conscience de ça. Et en même temps, prendre conscience qu'il y a un partage possible avec les plus jeunes et qu'il s'agit probablement, et c'est vous qui allez nous le dire, d'un axe de formation pour l'avenir. Tout à fait. Alors, la jeunesse tunisienne, en ce qui concerne ces métiers-là, par exemple, on parle d'artisanat. Donc, la jeunesse, elle est divisée en deux, bien sûr, puisqu'il y a une certaine jeunesse, pour elle, ce n'est pas un métier qui est lucratif, et c'est légitime aussi, puisqu'on le voit, on le sent, il y a des chiffres qui le prouvent, mais il y en a d'autres qui voient que c'est vraiment prometteur. À partir du moment où l'on intègre l'innovation, par exemple, dans la production, la créativité, il n'y a pas de raison pour que le produit ne soit pas évalué à sa juste valeur et commercialisé comme il se doit, que ce soit au niveau du marché local ou à l'étranger. Et de cette manière-là, créativité et excellence deviennent des objectifs matériels à réaliser. Exactement, donc créativité, innovation, engagement social et environnemental, ce sont des piliers du luxe. On a parlé du groupe LVMH, ce sont les piliers aussi du luxe pour LVMH, pour atteindre l'excellence. Voilà, Et c'est une manière de décomplexer un peu cette image, parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'un tourisme, pour nous placer sur ce terrain-là, qui est un tourisme universel, disons, mais là, on peut créer des niches, on peut trouver des méthodes de travail qui sont alternatives. Absolument, comme tout pays, je pense, la Tunisie a sa spécificité, bien sûr, à mettre en lumière et à mettre en valeur. Ce que l'on peut manger en Tunisie, on ne peut pas le manger ailleurs. L'expérience que l'on vit en Tunisie, on ne pourra pas la vivre ailleurs, et c'est ce qu'il faut vraiment mettre en valeur, cette culture locale. Peut-être un élément, parlons de la culture locale, justement, il y avait une affaire pas plus tard que le mois dernier, donc il y a une marque de luxe internationale de mode qui avait organisé son défilé saisonnier pour dévoiler sa nouvelle collection. Et lors de ce défilé-là, la marque avait dévoilé des nu-pieds, des sortes de sandales. Et il s'est avéré que ces sandales-là, sans mentionner ni origine, ni source d'inspiration, ni rien du tout, il s'est avéré que ces sandales-là appartenaient à une ville bien précise dans le sud-ouest de l'Inde. Voilà, donc j'ai noté le nom comme ça. Bien sûr, il faut rendre hommage à cette ville. Donc ce sont les Kolhapuris Chapels. Ce sont des nu-pieds, voilà, des sandales qui tirent leur nom de la ville de Kolhapur dans le sud-ouest de l'Inde. Donc ça avait provoqué un tollé, comme quoi une marque prestigieuse n'a pas mentionné l'origine des sandales qu'elle avait dévoilées. Et après, la marque s'est excusée et elle a reconnu cette appartenance identitaire, bien sûr. Voilà, il fallait rendre à César ce qui est à César. Et donc ils ont reconnu s'être inspirés de chaussures indiennes traditionnelles et ils ont exprimé avoir l'intention de travailler avec les artisans locaux. Voilà, comme quoi ça porte ses fruits, ce tollé-là.
Nous sommes en compagnie de Abir Feres, consultante en étiquette des affaires et protocole international. Nous parlons de créativité, d'excellence. Nous parlons également de culture locale mise en regard avec avec le luxe. Et nous allons essayer de revenir, si vous voulez bien, Abir, vers cette notion d'étiquette. L'étiquette, ça s'enseigne, mais en même temps, c'est véritablement une attitude. Exactement, c'est une attitude. Alors, en fait, ce sont les règles qui régissent nos rapports de tous les jours, en fait. C'est depuis le bonjour jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à bonne soirée ou bonne nuit. Tout ce qu'on traverse pendant la journée, ce sont des moments qui devraient être régis par des règles. Et ces règles-là, ce sont des règles qui permettent d'avoir des relations harmonieuses. Ce sont des règles basées sur le respect d'autrui, le respect de soi d'abord, et puis le respect d'autrui, pour vivre de manière harmonieuse, pour ne pas empiéter sur le domaine de l'autre, tout simplement. Voilà, c'est des normes de conduite, et ce sont des normes qui sont extrêmement importantes. On parle de politesse, et ça, c'est un terme central aussi quand on enseigne l'étiquette. On parle de la politesse, du respect, de la bienveillance, du partage aussi. Ce sont des notions centrales dans le monde de l'étiquette. Et puis en entreprise, bien sûr, ça a donné ses fruits. C'est une discipline extrêmement importante que l'on devrait intégrer peut-être dans les enseignements ou je ne sais pas, je dis ça comme ça. Voilà, mais en même temps, ce sont des bénéficiaires qui sont associés à un formateur qui s'installe ensemble et qui essaie de trouver les bonnes attitudes. Tout à fait. Alors, dans le cadre des formations que j'ai le plaisir de dispenser, donc il y a des personnes, des fois c'est une entreprise, donc c'est un groupe homogène entre guillemets puisqu'il est issu d'une même entreprise, ou des fois ce sont des particuliers qui ne se connaissent pas et puis qui viennent autour d'une table et puis l'on démarre. Voilà. Et puis l'on démarre et il faut voir, parce que c'est pour enseigner, entre guillemets, l'étiquette, il faut être vraiment imprégné d'une importante dose de bienveillance et de tolérance surtout. Voilà. Il ne faut pas juger. Parce que chacun de nous a un vécu, chacun de nous a ses propres idées. Donc il faudra essayer de ramener autour d'une même table des personnes qui veulent apprendre une chose commune, à savoir le respect d'autrui. Et puis on fait des jeux de rôle. C'est très amusant, il faut le dire, hein, parce que c'est vraiment interactif. C'est pas un cours des règles. Quand je parle d'une règle, que telle règle peut être remplacée par une autre, on explique pourquoi elle devrait être remplacée. Pourquoi faut-il se lever, par exemple, pour saluer une personne? C'est extrêmement important, en social ou en affaires. Il faut se lever pour saluer la personne parce que c'est un signe de considération et de respect. Ça, c'est vraiment un tout petit détail. Quand on reçoit des invités de l'étranger, quand un homme d'affaires, par exemple, organise un repas d'affaires pour recevoir des invités de l'étranger, il faut savoir comment les placer déjà autour de la table. Donc, le plan de table, il est extrêmement important. Cette alternance homme-femme autour de la table, les sujets qui peuvent être abordés, d'autres qui sont peut-être à bannir en fonction de la culture, les couleurs, les textures. Le cuir n'est pas apprécié partout, par exemple. La couleur blanche n'est pas appréciée partout. Pour un cadeau ou pour présenter un cadeau. Donc c'est vraiment des choses qui sont extrêmement importantes à connaître. Et ça ne s'improvise pas. Tout simplement, j'insiste là-dessus, l'étiquette ne s'improvise pas, tout comme le protocole international ne s'improvise pas. Il faut bien les connaître et ça varie de culture en culture. Et en même temps, ça permet d'éviter les pièges, justement, interculturels. Exactement, ça permet d'éviter ces pièges-là, et parce que des fois, je reçois des coups de fil, comme quoi la personne a... j'ai essayé de me comporter un thème, et la personne a eu une réaction, c'était vraiment la réaction à laquelle je m'attendais le moins. Alors j'explique, mais c'est normal, est-ce que tu t'es déjà documenté, tu t'es déjà informé qui est la personne, qui sera ton interlocuteur, qui sera ton invité? Et la réponse est non. Je dis, ça ne s'improvise pas. Il faut vraiment bien préparer les choses. C'est extrêmement important. Sur un tout autre terrain, est-ce qu'on peut parler d'étiquette à apprendre ou à enseigner aux enfants ou bien aux jeunes? Oui, tout à fait. Donc là, vous arrivez au point que je voulais aborder tout à l'heure, bien sûr. Alors, dans le cadre des formations que je dispense, alors l'étiquette, elle n'est pas réservée aux adultes, puisque on ne naît pas adulte, on est d'abord des enfants. Donc, du coup, il faut commencer vraiment dès le plus bas âge. Et c'est important puisqu'il y a des enfants, enfin des préadolescents, enfants, ça dépend comment on les nomme, à partir de 8 ans. J'ai des groupes d'enfants à partir de 8 ans, 8, 9, 10, jusqu'à 12 ans, voilà, puisque c'est harmonieux, et de 12
à 19 ans, de 12 à 19 ans, ce sont des adolescents qui se préparent à la vie professionnelle, à la vie d'adulte, tout simplement. Et on leur enseigne la manière d'être en public, les bonnes manières au restaurant, les bonnes manières lors d'un cocktail, les bonnes manières pour saluer une personne. Et surtout, je reviens aussi la posture de la personne, comment se présenter, encore une fois, parce que ça semble simple, mais ça ne l'est pas. Comment se présenter, comment bien se vendre, entre guillemets, si on veut décrocher un stage ou un métier ou un job ou tout ça. Donc ça, pour les bacheliers, par exemple, pour les 17-18 ans, j'enseigne ça, c'est vraiment bénéfique. J'ai des retours qui sont plus que satisfaisants. Et ça me fait plaisir parce que je pense qu'il faut investir dans notre jeunesse pour avoir des adultes préparés. On parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, c'est magnifique, j'adore tout ça, mais rien ne remplace la chaleur humaine, parce qu'on sera toujours là à échanger, même derrière un écran, puisqu'il y a l'étiquette aussi, l'étiquette, électronique, je dirais, il y a l'étiquette derrière les écrans, c'est tellement important aussi parce qu'il y a des réunions qui se font à distance et il y a aussi une étiquette aussi à respecter. Comme on se respecte physiquement, en présence physique, il faut se respecter virtuellement et aussi pour ceci il y a un module. Ce sont différents modules donc qui sont adaptés en fonction des contextes et du public cible. Tout à fait. Alors, Abir Fers, il y a également cette notion d'hospitalité. On parle toujours d'hospitalité tunisienne et elle est faite de ce qu'elle est faite, de chaleur humaine notamment. Mais en même temps, est-ce qu'on peut justement ajouter à cette hospitalité naturelle quelques graines d'étiquette justement ou de protocole? Est-ce qu'on peut améliorer la manière d'accueillir qui est une manière tout à fait naturelle? Absolument. Alors la manière d'accueillir, justement, elle est inhérente à la qualité des Tunisiens, au tempérament des Tunisiens. C'est important puisque la personne cherche ce qui est vraiment typiquement tunisien. L'hospitalité, ça nous caractérise et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais bien sûr, on peut ajouter, bien sûr, un brin d'étiquette pour élever l'expérience vis-à-vis des autres personnes. Et puis, c'est ce qui reste au final, bien évidemment. Ça reste mémorable. C'est la manière dont on est accueilli, dont on est servi. Tout ça, ça reste vraiment en mémoire et c'est ce qu'on transporte avec nous quand on rentre d'un voyage ou tout simplement ici, entre nous, sur le plan local et national. Donc un vaste terrain qui va des relations publiques jusqu'à la relation avec le tourisme international. Tout à fait. Exactement, c'est un vaste terrain et ce sont deux terrains. En fait, c'est arrivé spontanément en ce qui me concerne. Donc, c'est une suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hatem, c'est une suite vraiment naturelle, fluide de mon parcours. Voilà, donc j'essaie d'apprendre, de partager ce que j'apprends parce que c'est très important. Apprendre, pour moi, c'est pas suffisant puisque j'essaie de partager ce que j'apprends, que ce soit via les formations ou via des capsules vidéo où j'essaie de partager quelques astuces bénéfiques, je l'espère. Donc, voilà, c'est ça. Et la dernière des formations dont vous avez bénéficié a été un long chemin en fait. Et c'est un chemin qui vous a amélioré, vous sentez le plus qui est arrivé? Absolument. Alors c'était 2 mois de travail intense, d'apprentissage. C'est un cursus, donc c'est un parcours d'apprentissage en ligne, voilà, qui se fait en anglais puisque c'est destiné au monde entier. Donc on dépose un dossier, voilà, et puis si on est accepté, bien évidemment, on sera avec une communauté, mais chacun de son côté, bien sûr. À suivre cet apprentissage-là. C'est une immersion totale, extraordinaire, fantastique dans le monde du luxe à la LVMH. Il y a des témoignages d'experts, il y a des témoignages de personnes, d'enseignants dans de grandes universités prestigieuses. Il y a des témoignages, comme je l'ai dit, donc de leaders passionnés aussi du luxe et qui sont tous rattachés au groupe LVMH, qui partagent leurs expériences, leur savoir-faire, quelques anecdotes peut-être. Et puis ça va. Ce qui est génial, c'est que c'est un véritable melting pot. On a des gens qui viennent de France, d'Italie, des États-Unis, d'Asie, et puis on sent que ce qui unit et réunit ces gens-là, c'est la passion pour le raffinement, la précision, le respect de la culture locale, la créativité, l'excellence. Donc c'est un partage de valeurs. Donc au-delà d'un certificat, je pense que c'est quelque chose qui rejoint nos valeurs. Ça, c'est important à noter.
Et c'est une dernière question, est-ce que vous vous sentez prête à enclencher l'effet multiplicateur? Oui, oui, prête, pleinement prête, oui, oui, oui. Et donc, en prévision des formations des bénéficiaires et du travail pour divulguer, diffuser cette étiquette et ces protocoles internationaux qui peuvent améliorer aussi bien notre accueil que notre manière d'être. Tout à fait. Alors, le Tunisien et Tunisienne, ce pays mérite tout le bien, ça c'est sûr, on mérite tout le bien. Donc, on est là vraiment dans le partage, dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement. On essaye d'améliorer ce qu'on peut améliorer. On est là dans le cadre d'une écoute active, il faut le dire, pour pouvoir évoluer dans le monde de l'étiquette et du luxe. Il faut vraiment être dans l'écoute active, dans le partage, dans la bienveillance et voilà, dans l'ouverture et un esprit d'ouverture. Être citoyen du monde aussi, tout en étant fier de notre tunisianité. Avec Abir Feres, consultante en étiquette des affaires et protocole international, merci beaucoup d'être venu au Studio 1 aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous Hatem. À très bientôt. Bientôt.